acharné des recommandations donc enregistrées, des empreintes insolites, fait preuve de résilience et obtenu des résultats même lorsque certains ne s'y attendaient pas. Donc 4 ans plus tard, les acquis du rassemblement ont été énormes et flagrants malgré la résilience de certains et induits en erreur qui ont donc refusé d'accepter que la vie dans les deux régions anglophones se soit améliorée sur tous ces aspects. À lire donc l'intégralité de cet article dans le journal. On poursuit avec Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Cameroun Tribune, le journal national, met donc en lumière les cartes nationales et nous informe des nouvelles, que les nouvelles sont bonnes de ce côté-là. En marge de l'inauguration du centre d'enrôlement des passeports biométriques du littoral vendredi dernier à Douala, le délégué général de la Sûreté nationale à la personne de Martin Barganguele a annoncé la mise sur pied dans les prochains mois d'un nouveau système qui va permettre la délivrance de cette pièce d'identité en 2 jours avec des centres autonomes de production à Yaoundé, Douala et Garoua et 263 nouveaux postes d'identification. Information à lire complètement 4 et 100. Mais le drapeau revient donc sur cette information à sa grande une et titre délivrance de CNI. Ce sera désormais en moins de 48 heures. En effet, le délégué général à la sécurité nationale, Martin Barganguele, annonce la mise en place dans les prochains jours d'un système révolutionnaire de délivrance des CNI qui, comme les passeports biométriques, nécessitera moins de 48 heures pour l'établissement. C'était ce 29 septembre à Douala lors de l'inauguration du centre d'enrôlement des passeports du littoral. Et le témoin qui parle de toute autre chose à présent, mais reste bien sûr sur la police camerounaise et nous informe que bientôt, comme le FBI peut parler de cette police camerounaise, une modernisation à grande vitesse des infrastructures, une efficacité qui porte l'admiration en termes d'enquête et de renseignement. Martin Barganguele est véritablement dans une phase de révolution de la police camerounaise après avoir tordu le cou à la problématique du passeport et alors que des solutions pour régler le calvaire de la carte nationale d'identité sont déjà envisageables, le patron de la police inaugure dans quelques jours les hôtels de police pour le bien-être des commissaires centraux. On poursuit avec le journal L'Avenir en kiosque ce matin également. Révolution énergétique, la Kikot Hydropower Company est là, nous informe le journal, incitant donc 4 points essentiels de ce barrage après l'Assemblée générale constitutive suivi de la tenue du tout premier conseil d'administration le 25 septembre dernier. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ilundu Essomba a procédé à l'installation des dirigeants de cette nouvelle société dont l'objectif est de construire un nouveau barrage hydroélectrique sur le fleuve Sanaga à l'horizon 2030 selon Marlène Mbiessi, directrice générale de la dite structure. Avec les 500 mégawatts que représente l'aménagement électrique de Kikot, ce sera le plus gros aménagement électrique du Cameroun, mais également de la sous-région Afrique centrale à l'horizon 2030, l'année du début de l'exploitation de cet aménagement. Plus de détails à retrouver donc dans le journal. L'intégration en kiosque également, titre sur la nouvelle génération des projets intégrateur, le contour de la levée de 5 764 milliards de francs CFA par la CEMAC. Le journal nous informe que ce qu'il faut retenir de la 7e réunion du comité technique de suivi de la mobilisation des financements et de mise en œuvre et des 10 projets. La liste des 13 projets intégrateurs sur la table des bailleurs de fonds les 28 et 29 novembre prochains à Paris.
de la CEMAC que nous est présenté dans ce journal. Le jour Sud-Ouest, commerce illicite du cacao, la mesure controversée du préfet de la Mémé. Le journal de Aman Mana parle de la circulation des véhicules transportant le cacao sans escorte des forces de défense est interdite entre Kumba et Manfé. Cette mesure, due aux attaques des sécessionnistes contre les véhicules transportant du cacao, ne convainc pas les camionneurs et les négociants qui redoutent donc les effets pervers néfastes pour une filière déjà en proie à d'immenses difficultés. Le soir, tri-hebdomadaire Le Soir également, vient parler des préoccupations persistantes soulevées par les syndicats d'enseignants. Et nous voilà en éducation. Le gouvernement rassure de son engagement à apporter des solutions, nous informe le journal. Nous avons fait ce qui nous a été demandé. Cette phase a été reprise dans un cœur au cours de la conférence de presse donnée par le gouvernement camerounais à travers son porte-parole, le ministre de la Communication, dans l'ultime but d'apporter la lumière sur la mise en œuvre des directives du président Paul Biya visant à améliorer la situation du corps enseignant de son pays. René Manuel Sadi a appelé la communauté éducative à se tenir aux côtés du gouvernement pour atteindre ses objectifs. Information donc relayée par Émergence, le quotidien Émergence en kiosque, revient donc sur les décisions prises par le gouvernement et titre pour sa part le gouvernement face à la détermination des grévistes. On parle d'éducation, mais cette fois-là supérieure. On parle donc de la construction de l'annexe de l'université d'Ebolova en Monatélé, titre La Lucane en kiosque. Ce matin, nous parle d'une évaluation positive. En effet, 65% des travaux de réhabilitation en date des travaux de construction de l'annexe de l'université de Bolova à Monatélé. C'est ce qui ressort donc de la visite effectuée sur le site du chantier de construction de la délégation conjointe de l'université de Bolova et du comité de mobilisation des élites et forces vive de la Léquier, que pilote dans le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières Ari Yebe Aïssi, qui est en train de réussir magistralement la construction des infrastructures indispensable à l'effectivité de la rentrée académique 2024 dans l'annexe de l'université d'Ebolova à Monatélé. On sort de l'éducation pour parler de sécurité routière et cette distinction avec le journal L'Équation, qui nous informe du doublé gagnant du Cameroun à Marrakech. C'était du 25 au 26 septembre 2023. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies chargé de la sécurité routière, la Banque mondiale et la Commission économique pour l'Afrique organisaient la deuxième édition du prestigieux prix Kofi Annan Road Safety Award. Les efforts du Cameroun grandement salués célèbre donc l'engagement du gouvernement de la République et la vision du président de la République, son Excellence Paul Biya, à sauver des vies sur nos routes. Autre chose avec le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari Kindi en kiosque ce matin, qui titre « Laissez le lamido Ibrahim El Rachini développer Garoua en paix. Trop de Congossa pour rien. C'est comment ?» Kai. Et le journal de préciser que le lamido de Garoua n'a rien contre les falses. Donc, Sa Majesté Ibrahim El Rachini, légaliste, tient donc à protéger les terres laissées par ses ancêtres et non combattre une famille ou un groupe ethnique. À Garoua, il n'y a aucun problème, sauf ce que créent les ennemis du lamido qui n'ont jamais et n'accepteront jamais son élection transparente à la tête du Lamida de Garoua il y a 2 ans. On poursuit avec Eco News en kiosque ce matin, qui pointe à sa grande une gestion des ordures ménagères à Yaoundé, les bacs de la concurrence inéquitable. Isakam et
Tichioff, ça gère donc la collecte des déchets à Yaoundé avec des avantages municipaux accordés avec Tichioff. Pour contrer donc le monopole de Isakam, une annonce du maire Luc Messi à Tangana le 22 septembre sur la division de la ville en 7 lots suscite des questions. Voici donc l'enquête réalisée par le journal Eco News en kiosque ce matin. L'info à chaud nous parle célèbre donc les 1 an et les premiers défis relevés donc par le directeur de la Kamwata. 30 septembre 2022, 30 septembre 2023. On poursuit en santé dans cette revue de la presse avec le quotidien Éco-Santé qui titre à sa grande une Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sang. Chaque année, ce mois d'octobre est dans les pays du monde entier dédié à la sensibilisation afin d'attirer une plus grande attention sur cette maladie et favoriser la prise de conscience. La 30e édition est lancée depuis hier, 1er octobre 2023, jusqu'au 31 du mois courant. Tout le monde est donc invité à soutenir la recherche, à se faire dépister, mais aussi à écouter les femmes qui luttent contre le cancer du sang. Et on sort avec cette information sur la néphrologie et l'hémodialyse à Douala, du sang neuf à l'hôpital La Quintini avec Sensu Hebdo qui nous informe que l'amélioration permanente de la qualité des soins et services de santé au Cameroun reste et demeure le combat de tous les instants pour le pôle bulldozer, donc Paul Biya, le docteur ministre Manaouda Malachi, et information à compléter en page 4 du journal. Et voilà qui vient mettre un terme à cette revue de la presse. La suite, c'est dans les kiosques à journaux avec 400 francs. Vous vous informez et bien sûr, vous faites vivre la presse camerounaise. De retour sur ce plateau, vous avez donc d'ores et déjà la température du pays. Vous savez que le monde bouge, le Cameroun également, tellement d'informations. Il reviendra simplement à mes invités d'en faire le choix pour que nous puissions en parler. On va commencer avec vous, Ambroise Medamanga. La une, il y a beaucoup de unes qui ont retenu l'attention puisque c'est des sujets pertinents. Mais nous allons nous intéresser ici à la une de Paul Ngouarekindi. Oui. Ce qui se passe... Réalité plus. Réalité plus, ce qui se passe avec le Lamido depuis qu'il est arrivé n'est pas d'une bonne oreille. Oui. Des frasques se multiplient, des actes qui vont à l'encontre des populations sont multipliés. Et je ne peux pas penser que c'est dans l'optique. Et puis un Lamido ne développe pas. Oui. Il va développer avec quel moyen? Il développe Maroua avec quel moyen? C'est l'État qui est appelé à développer. Un chef traditionnel, je ne le vois pas. C'est pour promouvoir la cohésion sociale au sein des familles. D'accord. Bien vrai que ça peut apporter, cette cohésion peut permettre que les familles se développent, mais parlant du développement infrastructurel et tout ce qui va avec, ça incombe à l'État. Donc le Lamido n'a rien à voir avec le développement de Maroua. Il est seulement là pour promouvoir la cohésion sociale dans les familles. Et je ne peux pas penser au regard des faits qui sont relevés contre lui, que ce Lamido soit véritablement en train de promouvoir cette paix, parce que soit il bastonne à mort, soit il fait ceci. C'est à travers les journaux qu'on suit ça. Ouais. Et nos reporters qui sont sur à travers des gens qui nous rapportent des éléments. Et puis, à un moment donné, il faudrait que la population se réveille. S'il ne comprend pas, s'il n'est pas à la hauteur, que la population essaie de faire entendre sa voix, parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est censé promouvoir la paix, être à la une des journaux
vous voyez, c'est être défendu par les journaux. Mais là, c'est pas bonne presse. Parce que, en tant que patriarche, qu'est-ce qu'on fait? Un lamido n'est pas appelé à fesser ses populations. C'est le dialogue, c'est des conseils. On peut tout de moins priver des libertés au niveau du lamida. On te prive de liberté, mais pas fesser les gens. C'est des méthodes qui ne vont pas avec Dieu. Vous savez, des méthodes qui ne vont pas avec Dieu. Et depuis qu'il est là, il ne fait pas bonne presse d'après les informations que nous avons. Donc, je ne peux pas penser que les populations soient en train de décrier des choses qui n'existent pas. Donc, c'est ce qui se passe dans le lamida que les populations essayent de porter à l'attention de l'opinion publique. D'accord. Merci Ambroise Meda Manga. Jonas Yetidia, pourquoi tout ce tintamarre autour du lamido de Garou, selon vous? D'abord, c'est dommage qu'on se soit toujours focalisé, qu'on se rende compte que chaque fois qu'on parle du lamida ces derniers jours, qu'on est toujours à relever des contestations, des petits problèmes. Ça veut dire que fondamentalement, il y a un manque d'harmonie autour du lamido. En fait, c'est ça, parce que le lamida, ce n'est pas seulement le lamido, il y a autour de lui des ministres, les différents ministres pour chaque secteur d'activité. Certainement, dans le casting, soit son choix ne plaît pas à un certain nombre de personnes, soit autour de lui, il y a des gens qui surestiment leur pouvoir et qui surexploitent leur position auprès du lamido. Quand on dit fesser, ce n'est pas le lamido qui fesse les gens. Si on dit qu'on veut déguerpir les gens, ce n'est pas forcément que c'est le lamido qui va sur le terrain. Il y a autour de lui des gens qui travaillent. Certainement, il y a des éléments. Je n'ai pas mené d'enquête à propos, mais je parle parce que je suis aussi de la chefferie. Je sais comment fonctionnent ces choses. Parfois, tu es là et des gens posent des actes. Exactement. Maintenant, dans le choix des chefs, il y a beaucoup de choses qui nous échappent ces derniers temps. Vous savez, avant, quand on voulait prendre un chef, le plus souvent, le prince qui gouverne n'est pas loin. C'est-à-dire, il grandit dans l'environnement, tous les vieux le voient, le côtoient et tout. Mais tous ces derniers temps, dans toutes les chefferies, ce n'est pas seulement une affaire de Garoua, on voit quelle est l'étoile qu'on peut prendre. On peut prendre quelqu'un de la diaspora, il vient parce qu'il a le sang de la chefferie et il peut s'installer et ça peut ne pas marcher parce que il arrive dans un environnement où il n'a pas fondamentalement grandi, mais il doit gouverner avec des parents, des gens qui ont vieilli dans cet environnement-là, qui ont d'autres visions. Il peut venir avec une vision qui est bonne, qui est une vision de développement, qui est une vision de cohésion sociale, etc. Mais il a autour de lui des gens qui ont grandi dans cet environnement-là, qui lui disent « tu ne maîtrises pas telle chose ». C'est-à-dire on l'utilise pour d'autres luttes et parfois ça n'aide pas son nom. Mais depuis qu'il est arrivé, il y a quand même des remous à gauche et à droite, c'est pas bien. Il faut donc interpeller tous les notables autour de lui à réfléchir. Parmi ces notables, il y a quand même des gens comme le ministre de l'Emploi. Ça veut dire qu'il faut voir. Parce que ces notables ne sont pas seulement des enfants. Il y a aussi parmi ces notables des gens qui ont un certain rang dans l'administration, dans le gouvernement. Ils doivent s'asseoir pour réfléchir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi chaque prise de position de l'actuelle équipe gouvernante, parce qu'il ne faut pas seulement imputer cela au lamido, chaque prise de position crée un affront. Et le dernier débat, c'est la question de terre. Et moi, il m'a interpellé, oui. J'avais voulu faire le choix sur le sujet qui concerne l'habitat. Parce que la question foncière est une préoccupation nationale. Vous voyez, là, on est en train de dire que le lamido n'aime pas les falis. Bon, il y a ceux qui disent, bon, on nous demande de quitter, mais on peut quitter, mais il faut qu'on nous dédommage parce qu'on a déjà construit. C'est des questions pertinentes et c'est des questions de survie. La question de gestion des terres est une
préoccupation que l'État, c'est-à-dire c'est l'État qui doit prendre cela, le gouvernement doit se saisir et trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui c'est à Garoua, mais c'est presque partout qu'il y a ce problème où le chef estime que bon, toute la zone, si mes parents avaient voulu que ce soit une réserve et les étrangers, bon, pas les étrangers, les gens qui sont venus des autres localités l'ont occupé sans respecter telle ou telle norme, bon, ça fait assez que on couve, c'est-à-dire quand le politique intervient, c'est juste pour couver ce conflit, on ne le résout pas. Les gens sont déjà installés. Le Lamido, s'il veut que certaines terres soient libérées, certes, il peut avoir d'autres arguments, mais c'est des gens qui vivent de ces terres-là. Il faut bien trouver une solution à cela. Et ça nous renvoie à la question de planification de la ville. Parce que si vous planifiez la ville, vous savez que tel quartier a été réservé pour des programmes, pour des projets sociaux. La première personne qui vient s'installer, on doit lui dire, on le chasse avant qu'il ne mette un bâtiment. Mais quand on laisse, par tolérance administrative, on laisse quelqu'un construire un immeuble d'un 2 niveaux, il s'installe avec ses enfants, tout un quartier s'installe, les gens vendent les terres après, du jour au lendemain, on dit vous allez quitter, mais ce n'est pas possible. Ça devient très compliqué. Donc il faut planifier les villes, d'un, et de deux, il faut accompagner l'autorité traditionnelle en lui rappelant toujours son travail, contrairement à ce que le patriarche dit, le Lamido doit participer au développement. Parce qu'avant l'administration, c'est le chef qui organisait le développement du village. Le Lamida, c'est juste un nom, c'est une désignation d'un chef de premier degré. Si vous dites que le chef ne peut pas participer au développement, c'est faux. Ça veut dire qu'au niveau du village, ça veut dire que chaque village ne peut plus avoir un acteur de promotion de développement. Il faut promouvoir l'harmonie entre les familles, les orienter vers des actions qui permettent à la communauté de grandir. Et on ne peut pas grandir sans se développer. Donc, le chef participe au développement. Le Lamido a un mot à donner dans le développement. Mais il faut planifier les villes et il faut trouver une solution. D'accord, mais merci Jonas. On va peut-être revenir pour les villes et tout ça, l'habitat, mais quand même pour rester dans ce sujet du Lamido de Garoua qui se retrouve au cœur de beaucoup de polémiques. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Arsène Kolo, lorsque on est un chef, on est porté à la tête d'une chefferie et qu'à ce moment-là, ça ne va pas, il y a tellement de plaintes. Est-ce qu'il faut retrousser, est-ce qu'il faut démissionner, est-ce qu'il faut rester? Qu'est-ce qu'il faudrait faire véritablement à ce moment-là pour que sinon la grande majorité puisse quand même accepter notre chefferie? Il faut reconnaître, je dis qu'il faut, pour moi le problème, tous les problèmes du Cameroun sont systémiques. C'est qu'on reconnaît, on refuse de reconnaître les vrais bénéficiaires de ce qui a lieu de faire, de ce qui a. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Lamido est la victime, mais c'est faux. Ce sont les populations. Donc, son rôle premier, qui est de ramener la cohésion sociale, comme disait mon frère, a été échoué. Donc, on reconnaît à ce niveau-là. Avant de parler du développement, il a échoué. Et il ne peut plus rien y avoir s'il n'y a pas cette cohésion-là. On ne parle pas de développement. Et qu'est-ce qui doit être fait? Parce que... Non, je parle de reconnaissance des vraies victimes. Parce que quand on parle, on a l'impression que notre cher Lamido a besoin d'un tapis rouge. Ou peut-être de se faire... Non, les populations qui réclament des choses ont raison. Mais le problème, c'est le problème de nos pauvres populations, c'est les écarts entre les dirigeants. C'est pas seulement pour les Lamido, hein, c'est partout, j'ai dit c'est systémique, entre les dirigeants et elles, et ces populations-là. Donc, à un moment donné, les gens dirigent, surtout que tout chez nous est devenu trop politique, il y a des discours militants, du coup les populations se sentent un peu gênées. Et moi j'ai toujours dit un truc hein, pour les adeptes de la politique, c'est que le premier objectif d'une campagne politique, c'est d'éviter de faire croire aux populations que c'est une campagne politique. Mais sauf qu'au Cameroun, on ne nous cache pas que là, on est dans une campagne politique. Peut-être que nous allons en revenir avec d'autres thématiques que nous allons choisir. Donc je dis, il faut reconnaître d'abord les réclamations de ces populations-là, parce que ce n'est pas pour rien. Les gens ne se lèvent pas comme ça, ils soulèvent des choses, ils font ceci. Alors, la première solution serait sans doute une bonne assise
pas avec les ministres, pas avec ses collaborateurs directs, parce que c'est la vieille école, c'est comme ça qu'on procède depuis. On pense ses collaborateurs, on dit les choses là-bas, après un va au niveau de la population annoncer des choses. Il faut la présence des gens de basse classe, vous permettez l'expression, qu'ils nous disent. Même il faut ouvrir un dialogue. Si il faut un dialogue, mais justement avec déjà les victimes, parce qu'il y a ceux qu'on a tabassés, si je m'en tiens au vulgate, à l'ensemble de la verbatim. Donc je dis, il faut d'abord réunir ceux qui sont les frustrés à ce niveau-là. Le Lamidolé parle. En tant que chef, hein, pas en tant que militant, pas en tant que quelqu'un qui veut une position. Moi, je trouve qu'il y a trop maladroit de vouloir défendre quelqu'un dans un journal alors qu'il y a les gens. Donc on n'est pas en train de mettre le DP au procès, hein, on parle de l'information. Mais on peut aussi titrer les victimes des agressions du Lamido Cameroun ont fini par une phrase. C'est un choix, c'est son journal. Je pense que là, c'est. Et nous sommes en train de décrier. On a quand même le pouvoir dans ce plateau de décrier, ou je sais pas, avec les éléments scientifiques. Donc je dis, le Lamido, puisqu'il ne peut pas quitter comme ça, ce ne sont pas des postes qu'on enlève par nomination, il doit ramener la paix dans sa zone. Et ça, c'est une obligation. Ce n'est pas comme si on disait on va se mettre à genoux avant de faire ça. Il doit faire ça. Parce que si à long terme ça persiste, c'est le chef qu'on accuse. À un moment donné, ce qu'il faut éviter quand on est chef, c'est qu'un groupe de personnes se retrouve là pour dire qui dirige réellement. Et il me semble que cette question est quand même sur les tablettes de tout autour de notre cher Lamido. Donc je dis il faut ramener la paix à travers le dialogue franc autour des populations. D'accord, ce serait certainement une solution selon vous. Un autre mot par rapport à cette information avant qu'on ne passe à autre chose. Je voudrais, Yedid a bien fait de dire patriarche. Parce que, quand j'ai dit ce n'est pas du rôle du Lamido de parler de ce que vous appelez développement, qui est déjà contraste, un mot contraste à lui-même, le développement. Alors, le Lamido, tout comme les patriarches, ont une seule mission, promouvoir la cohésion sociale. Et à partir de la cohésion sociale, nous pouvons réaliser nos projets. Vous comprenez? Oui. Donc, s'il n'y a pas la cohésion sociale, et lorsque je vais vous amener dans une cérémonie où je serai appelé à présider, traditionnel, pour voir le langage qu'on tient vis-à-vis des créatures qui sont des personnes. C'est-à-dire, il faut aller dans le fond. Et le jeu stratège vient de le dire. Ce que vous appelez politique là, je ne sais même pas ce que c'est. C'est la tromperie que nous on utilise, la ruse. Ça, c'est pas la politique. La politique, dans le sens premier, c'est la manière de conduire une équipe, de manger, de produire quelque chose. C'est la manière de faire quelque chose. Alors ici, vous confondez politique qui est la manière de, à vos tromperies, que vous faites endosser la politique. Non, c'est pas ça. Donc, la solution, c'est que, la solution, c'est que quand on est Lamido, on devient le père. Et vous avez soulevé, tu as soulevé un aspect très important là, c'est-à-dire la tolérance administrative. Ce que l'État oublie, c'est que l'État là, c'est ce que les Occidentaux sont venus avec l'État. Il ne faut pas qu'on oublie ça. D'accord. Les terres appartiennent au groupe de personnes qui vivent dans un endroit bien déterminé. Et ils ont un chef. Et ils ont un chef. Et il est difficile de comprendre, de connaître les différents fonciers avant l'avènement des... C'était la force pour conquérir les forêts. C'était la force. Et lorsque vous avez travaillé, travaillé dans un espace, c'est là que vous revenez de droit et ça ne faisait l'objet d'aucun problème. Mais maintenant, l'avènement des colons qui sont venus avec l'État a fait aujourd'hui que vous êtes chez vous, là où Dieu vous a donné. Quelqu'un vient vous dire que les terres appartiennent au gouvernement, l'État. L'État, c'est qui? C'est ça qu'il faut éviter. C'est le banditisme, l'État qui vient s'accaparer. C'est à tort. Les terres appartiennent à ceux qui les cultivent. D'accord. Et là, vous comprenez donc un problème. Vous savez, les terres appartiennent à la communauté. Et la communauté a un chef. Il y a 2 ans, les chefs signaient sur les abandons de titres coutumiers. C'est-à-dire quand vous achetez un terrain, le chef signe. Mais la loi a évolué maintenant.
en réalité, le chef ne signe plus nulle part. C'est du banditisme. Ouais. Du coup, c'est le sous-préfet qui s'en occupe. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes chef, vous héritez d'une chefferie, la chefferie chez nous. Quand vous êtes chef, ça veut dire que vous héritez d'un ensemble de terres et de personnes qui appartiennent à la communauté et qui sont soumis, c'est-à-dire tous terres et personnes sont soumises à l'ordre qui a été établi et qui est géré par vous et les gens qui sont autour de vous. C'est ça la chefferie. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes l'amido et que vous n'avez plus de terre, c'est pas possible. Parce que le territoire, le pouvoir, c'est la personne, c'est les personnes que vous avez et l'espace qu'ils occupent. Je pense qu'il faut également prendre cela en compte. Et comment l'amido peut se retrouver sans terre? Comment? Si le lamido se retrouve en train de réclamer qu'il existe telle portion qui appartient au lamida, il n'est pas en train de réclamer que ça lui appartient. Ça appartient au lamida et c'est destiné à des projets. Donc je dis, ce n'est pas à notre niveau. On peut faire des jugements parce que bon, la tête du lamido fait si, on ne l'apprécie pas, on ne le rencontre pas et tout, mais il ne peut pas faire une réclamation qui est totalement fausse. Il peut avoir raison et ne pas être compris. Il faut donc interpeller les autorités administratives pour vérifier comment les gens qui se sont installés là avaient commencé. Ils se sont installés comment? Et qu'est-ce qui peut être trouvé? S'il y a des projets d'intérêt commun à installer dans la zone, on procède comme on a l'habitude de procéder pour d'autres projets. On dédommage les gens, ils quittent et on installe le projet. Mais si le lamido veut reprendre les terres parce qu'il veut monter son pouvoir, là, ça ne sera pas possible. Voilà. Et d'accord. Merci bien pour cette précision. Peut-être cela nous permettra d'entrer dans votre une parce que tout à l'heure vous parliez d'habitat et on a ce problème qui se répercute même à Yaoundé où des personnes se sont installées dès le départ, ont forgé carrément tout un quartier et puis se retrouvent aujourd'hui déguerpis et puis cassés sans des dommages. Effectivement, vous savez, l'avenir est foncier. De toutes les luttes que nous menons là, la lutte la plus importante pour chaque citoyen, c'est le foncier. C'est pour ça que vous pouvez travailler pendant 10 ans. Vous prenez 15 millions, vous achetez une petite portion de terre à Yaoundé. Parce que tant que vous n'avez pas, votre vie n'est pas liée à une portion de terre, c'est comme si vous n'existez pas. On va parler de la CNI. Oui. La CNI, c'est pour nous identifier. La terre, c'est pour confirmer notre appartenance. Et donc, nos gouvernants nous rendront davantage service s'ils parviennent à trouver une justice, une mesure de justice sociale, pas la justice du tribunal là, une mesure de justice sociale qui permet à chaque citoyen de se reconnaître par une portion de terre. Et ça, c'est une lutte très, très difficile. Nous nous retrouvons dans des villes, je parlais de l'habitat, c'est la une que j'allais choisir, parce que nous sommes dans une situation où... le quotidien. Nous sommes dans une situation où c'est difficile d'avoir les terres, et du coup, les gens peuvent acheter n'importe quelle terre. On peut acheter en bordure de l'eau, on peut acheter au sommet de la colline et tout, on construit. Il y a des immeubles qui s'effondrent chaque jour. C'est quand il y a mort d'homme qu'on commence à dire non, c'est le laxisme, c'est la tolérance. Mais chaque année, chaque jour, il y a des gens qui achètent des terres. Donc on manque globalement de planification dans nos villes. On ne sait pas, la ville qui s'installe après 20 ans, le cimetière s'y sera plein. Le prochain cimetière sera où? Mais une société qui a besoin de se développer pense jusqu'à ce niveau-là. On a des cimetières à soi. Est-ce qu'après 20 ans, on va enterrer les corps sur les corps? Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on prévoit déjà, peut-être à 10 km, une zone qui est protégée en se disant qu'avec la population qui grandit, on aura déjà rempli ce cimetière, on ira occuper l'autre. Oui. On aura besoin de nouvelles écoles. Du coup, il faut prévoir des espaces où construire des écoles. Des enfants auront besoin de jouer, etc. Mais quand on se retrouve dans un environnement où chacun achète où il peut, chacun construit où il veut, il est en train de construire, on le laisse. Je parle, ça m'amuse même parce qu'il y a un sujet qui me revient. Un avocat qui a construit au bord de la route, c'est vraiment vers mon quartier, paix à son âme, dit un avocat construit au bord de la route. Tout ce qui a été pris comme initiative pour qu'il ne continue pas, il continuait.
Il a fini de construire, après on est venu casser. Bon, malheureusement, il est mort. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec un immeuble de 2 niveaux au bord de la route, une partie déjà cassée. Le propriétaire qui avait les moyens est déjà mort, les enfants ne peuvent pas refaire le truc. Donc il faut enseigner cela à la population pour dire, vous ne pouvez pas faire le bras de fer. Il faut qu'on planifie, et si on planifie que la route doit passer ici, vraiment faites l'effort de respecter. Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes DP, c'est-à-dire vous avez 2-3 contacts à gauche et à droite, vous pouvez construire, on ne va pas vous déguerpir, mais si vous n'êtes pas là, vos enfants ne pourront pas exploiter. Vous pouvez prendre des terrains de force, construire ce que vous construisez, quelqu'un va arriver, comme peut-être le Lamido, ce que le Lamido veut faire, quelqu'un va arriver et va reprendre les archives pour dire non, tel espace était réservé à tel truc, maintenant j'ai le pouvoir de faire ce travail, vous devrez déguerpir. Donc, il faut globalement une planification et il faut aussi de la citoyenneté que chaque citoyen respecte. Si, avant d'acheter le terrain, allez à la délégation départementale de cadastre, demandez si cette terre n'est pas prévue pour un projet social. Est-ce que je peux m'installer? D'accord, merci Jonas Yesidia, c'était important de le relever pour que nul n'en ignore, puisque nous parlons donc de cette journée mondiale de l'habitat qui se célèbre aujourd'hui avec le journal Le Quotidien. Je vais peut-être poser cette question, hein. Est-ce que vous êtes fiers de votre ville, de vos villes en fait? Est-ce que vous êtes fiers de vos villes? La ville, est-ce que vous êtes fiers? Oui, on commence peut-être avec vous, Hassan. La réponse est non. Non, on ne peut pas être fier de la ville de Yaoundé, par exemple, hein, parce qu'on estime que nos villes, comme nous sommes à Yaoundé, on ne peut pas être très fier de la ville de Yaoundé. Je vais emprunter à mon frère le concept de citoyenneté. Pourquoi on veut s'entasser à Yaoundé? Parce que quand on parle d'habitat, moi j'ai un village. Si je loue à Yaoundé, je ne peux pas, je me sens pas, voilà. Parce que je vais rentrer en Koumadjab, je vais trouver des hectares de forêt là-bas. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance, mais plus de 115%, sans être trop précis, ont la chance d'avoir un village. Mais on refuse ça parce qu'on va venir construire au bord de l'eau à Yaoundé. C'est le seul endroit où moi j'accuse les populations. Généralement, je suis proche des populations pour défendre contre le système, mais là, c'est notre erreur. Parce que c'est pas, le président ne va pas quand même refuser aussi d'aller à Yaoundé. Il nous laisse venir à Yaoundé, mais la conscience, c'est que comme je dois fréquenter à Yaoundé, comme je dois travailler à Yaoundé, comme je dois faire ça à Yaoundé, je peux louer si je ne peux pas avoir un bon terrain, parce que il faut être capable, si vous voulez avoir le terrain, avoir un bon terrain, c'est un problème de bon terrain. Si vous ne pouvez pas et que vous avez un village, ayez une bonne maison chez vous, revenez à Yaoundé, peut-être même louer et rentrer chez vous, vous reposer. Quand vous allez, c'est un problème de, comme l'a dit mon frère, c'est un problème de finalité, parce qu'après vous allez être vieux, il faut rentrer quelque part, vous êtes à l'aise. Et votre village est là pour ça. Donc l'exode rural, l'effet de promiscuité dans la ville de Yaoundé ou de Douala, on ne peut pas dire que nous sommes un tiers de nos villes, parce que là, ça ne peut pas donner. L'urbanisme, c'est chaotique. C'est chaotique, franchement, c'est pas bon. D'accord, mais merci beaucoup. Il y a même pas, voilà, on prend également votre avis. Ambroise Meda-Manga, est-ce que vous êtes fier de votre ville? Bon, je voudrais d'abord rappeler que nous ne sommes pas en ville. D'accord, ok. Oui, je voudrais leur rappeler que nous ne sommes pas dans des villes, nous sommes dans des agglomérations. Une agglomération est différente d'une ville, parce qu'une ville a une politique. Une ville a... Politique d'urbanisation. Voilà, repose sur une politique d'urbanisation. Et ce que le géostratège vient de dire, Nkolo, est très pertinent. Vous savez, ce qui tue les Camerounais, c'est la mauvaise politique étatique. C'est ça qui tue les Camerounais. Vous ne pouvez pas comprendre que le domaine de l'habitat dans les métropoles, dans les villes, incombe exclusivement à l'État et aux hommes d'affaires. C'est-à-dire, c'est l'État qui est appelé à construire Yaoundé. Oui. Comme ça se passe là où on copie ce qu'ils appellent la politique. C'est-à-dire, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui a été créé, son travail, nuit et jour, c'est de parcourir toutes les villes, voir des espaces
concevoir des plans de construction des logements sociaux. Mais vous voyez des gens parvenir d'avion en avion, ils vous montent, ils descendent, ils ne savent même pas ce que c'est que l'habitat. C'est ça. Et quand je dis toujours au président de m'appeler, il y a des petites choses. Je demande au président de la République de m'appeler. Il est encore temps pour sauver le Cameroun de ce gouffre. Parce que je voudrais dire au président de la République, que la plupart des Camerounais ont voté d'une manière ou d'une autre, que c'est l'État là qui met les moyens, qui doit construire, pour que celui qui vient de Ngomenza trouve un appartement décent et le loue par rapport à ses moyens. À ses moyens. Voilà. Et c'est pour cela que quand vous entendez les CANSIC c'est 25 000, 35 000. C'est pour permettre aux jeunes fonctionnaires et aux Camerounais moyens de se loger décemment. Mais le président lui-même, je peux dire qu'il est complice parce que lui-même ne sillonne pas. Il ne pose pas la question de savoir où en est-on. On fait le chantage sur les trucs d'Olembe. Est-ce que ça suffit? Olembe c'est petit. Les Bakoko, la Douala c'est petit. Le ministère de l'Habitat en longueur de journée ne doit que penser sur comment construire les logements sociaux en Balmayo, en Angay, Boko, partout. Et non laisser les populations dans la débrouillardise de l'habitat. Non. Ce que nous avons développé ici, c'est la débrouillardise. Tout le monde, donc, dans cet esprit de débrouillardise, veut se faire un petit toit à Yaoundé. Et le chef stratège vient de le dire. Qu'est-ce que les gens vont chercher à Yaoundé? Yaoundé, les opportunités. C'est pour la survie. Yaoundé, c'est pour la survie et non l'habitat. Voilà. C'est-à-dire quand vous partez de Bafoussam, vous venez à la quête de la survie. Et puis vous retournez. Et vous investissez dans votre village, vous construisez. Et si vous êtes en location dans un appartement décent où vous pouvez vivre décemment. Et il faut que l'État arrête cette affaire-là. Autant. Il faut que l'État arrête cette mauvaise politique de jeter les Camerounais à la vindicte de la débrouillardise. Mais merci beaucoup Ambroise Meda-Manga. C'est vrai, on parle d'habitat, mais on a déjà ces chertés au niveau même de l'habitat. L'accès n'est pas évident. Mais encore, s'il fallait véritablement implémenter une véritable politique d'urbanisation ou tout simplement un plan de ville, est-ce qu'il n'y aura pas là encore matière à grogner parce que beaucoup de personnes vont subir les casses et autre chose? Est-ce qu'on a même besoin de reconstruire Yaoundé? On a besoin. Si on veut refaire d'autres villes, je pense qu'il y a encore des terres. On fait comme Abidjan? Oui, il y a d'autres terres quand vous sortez de Yaoundé. Si vous voulez refaire Yaoundé, c'est-à-dire que c'est sur le plan social, vous allez créer plus de problèmes. Oui. On casse, on construit, c'est pour que les gens soient bien. Et si vous êtes dans un environnement où la majorité est déjà dans le désordre, vous cassez la majorité, là, ça devient compliqué. Il faut qu'on trouve des villes modèles. Et c'est possible de le faire. On peut sortir de Yaoundé pour dire on commence à bâtir une ville. Au sortie de Yaoundé. Ça peut être Yaoundé 8, par exemple, ça peut être Yaoundé 10. Et on installe un aéroport qui ressemble à l'aéroport de la ville. On installe des hôpitaux qui ressemblent. On fait des routes. On fait des routes. On trace d'abord des routes. C'est quand on a fini de faire le lotissement, on fait passer la route que les gens peuvent construire dans les zones qui sont réservées à la construction. La difficulté que nous avons, c'est que les gens ont d'abord construit avant qu'on ne trouve des routes. C'est-à-dire, je construis, M. Médard construit, M. Golo construit. Maintenant, on va voir entre nous là, comment on peut faire passer la route. Donc, on trouve un truc qui fait là, qui serpente. Bon, si la voiture passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, chacun garde sa voiture. On utilise les motos. C'est-à-dire, on trouve des... alors on y va à pied. On y va à pied. C'est-à-dire, on trouve des solutions pour dormir en créant des problèmes de mieux-être. Donc, l'État est capable, le gouvernement est capable d'impulser une nouvelle politique, de construire une ville modèle quelque part et de laisser, parce que les casses, même parfois, on casse des gens et on n'en fait rien. Et on finit de casser la population, on a chassé les gens. Ce qui est bien, bon,
après la zone qu'on a cassée, c'est des herbes. On commence à fumer les chanvres. Les jeunes commencent à fumer les chanvres dans la zone là. Alors que c'était même mieux que les gens habitent là. Au moins les fumeurs de chanvre ne faisaient pas ça. Mais quand on parle, si vous me permettez, quand on parle de l'habitat, qu'on ne se limite pas seulement aux maisons, il faut qu'on parle aussi du mode de vie. C'est-à-dire l'esprit du citoyen. Celui qui vit en ville doit avoir une éducation qui correspond à la vie en ville. Ça veut dire qu'il sait que quand il va à Mokolo, il achète le plantain de 500, il revient, les pots de plantain là, on ne les jette pas dans la rigole. Parce que quand on jette dans la rigole, le torrent emporte, ça passe arrêter là. Et à partir du mois prochain, l'eau ne va plus passer et ce sera l'inondation. Donc, il y a également l'éducation de masse qu'il faut faire pour permettre aux citoyens déjà de correspondre à la ville. Monsieur Médard dit que nous ne sommes pas dans la ville. C'est vrai, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des gens prêts à vivre en ville. D'accord, merci. Merci Jonas. On envoie à Paris et Paris devient un village. Merci beaucoup. Et si, parce que tout à l'heure vous avez parlé, vous avez donné une solution, une sorte de solution. Et si on allait plutôt dans le sens des logements sociaux, on en bâtissait plusieurs et dans le retraçage ou bien la reconstruction de la ville et qu'on se rend compte que la route doit passer à cet endroit précis et il y a des habitations, on recase donc ou alors on facilite le logement ou bien le loyer à toutes ces personnes qui sont dans ces zones pour qu'ils puissent maintenant habiter dans les bâtiments qui ont été faits et là lorsqu'ils vont se déporter on peut casser aisément et reconstruire donc petit à petit. Est-ce que les pauvres trouvent les maisons dans les Kansiks? Non, si on part dans une nouvelle politique du genre on fait des Kansiks, on réduit les prix. Avant, je me souviens, quand j'étais au primaire, c'était 15 000. Les prix sont même déjà réduits, mais est-ce que les pauvres ont des maisons au Kansiks? On peut adapter présentement pour que chaque personne puisse trouver son... en fait, puisse se sentir à l'aise de ce côté pendant qu'on retrace la ville. C'était juste... Je voudrais soumettre cette idée à votre appréciation, Kolo. Ma une. L'idée que je viens de mettre là avant de... Oui. Pour arranger le Cameroun, il va falloir faire du mal à beaucoup de personnes. Ça, c'est inévitable. Il n'y a pas une solution exutoire qui pourra venir là et qui ne va pas faire mal. Adapter. Si nous voulons avoir les bonnes villes, telles qu'on voit à Paris, il va falloir à un moment donné, comme on dit au quartier, Nyaki. Il va falloir être dur. On n'a pas le choix. Moi, je dis, quand on est à la pause centrale, on voit que c'est quand même mieux là. Quand vous contournez vers, comment on appelle ça, Montezoué, regardez les maisons qui sont derrière là. Des bêtises. Quasiment en plein poste central. Comment vous proposez donc le recadrer à ce niveau-là? On casse. Non, on casse. On casse. Je dis qu'on casse tout. Comme c'est qu'on est obligé, oui, on a envie de baisser les populations, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. C'est vrai que quand on a envie d'accuser les populations, on est obligé aussi d'accuser le système. Mais je dis que on doit tous... C'est pas notre génération qui doit avoir le bout du tunnel. Non, c'est pas notre génération qui doit avoir le bout du tunnel. On a raté. Non, c'est pas nous. C'est pas à nous d'aller dans des jolis... dans des beaux marchés, non. C'est notre génération. Nous, on doit subir, on doit travailler. J'ai dit qu'on doit subir. Donc on doit casser... on doit casser. Notre génération est là pour ménager pour la génération suivante. Parce qu'on ne peut plus bien vivre. Je dis on ne peut plus. Soit vous voyagez, soit vous ne vivez pas bien au Cameroun à l'heure actuelle. Parce qu'il faut arranger. C'est dans tous les domaines. Il y a les intellectuels qui deviennent les influenceurs. Il y a les ministres qui ceci. La différence de vie, le fossé entre les pauvres et les riches. La vie est politisée, tout ce qui va avec. J'ai dit, il faut qu'on accepte d'abord qu'on n'est pas là pour bien vivre. Donc pour moi, on fait la dictature des règles. On sort les règles qui vont nous donner les vraies villes. Même si c'est après 20 ans, mais on doit se mettre en tête qu'on n'est pas là pour bien vivre. On est la génération sacrifiée pour les autres. D'accord, merci pour vos différents points de vue. C'est vrai que nous sommes déjà rendus à 14 h pour entrer en conflit, mais exceptionnellement, on vous permettre quand même de dire un mot par rapport à votre une. Oui, un petit mot justement. C'est pas si je vais paraphraser. C'est au niveau du cacao. Oui. Cacao. Et les gens qui entourloupent nos papas et mamans dans les villages avec, je crois, voilà, commerce illicite du cacao, c'est un phénomène grave. C'est un phénomène grave. On va revenir justement avec cette petite guerre entre population pauvre et riche.
dans nos villages, il n'y a que l'agriculture. Non, moi je suis issu de Cameroun, hein. Chez nous il n'y a que l'agriculture là, les arachides et tout, le manioc et tout. Bon, la culture qui nous permet d'avoir un peu d'argent là-bas, c'est le cacao. Où tu vas voir un papa qui se retrouve peut-être avec 1 million pendant la saison de récolte. Mais si ce petit domaine-là qui peut faire sourire les populations du village est encore touché, c'est qu'on a envie d'envoyer nos chers papas, nos chers parents pauvres à la morgue. Automatiquement. Donc j'ai dit, il faut réguler cette histoire au plus vite. C'est-à-dire, il y a les, comment on les appelle, les tchabeurs. Les tchabeurs, ils ont les noms assez ridicules. Les gars passent là avec les motos et les vieilles voitures. Oui. Ils proposent des prix qui généralement ne sont même pas reconnus. On dit le prix de cacao est à tel prix. Il casse quasiment en deux parce qu'il y a un papa là qui doit à tout prix avoir l'argent, comme c'est aussi la rentrée, l'enfant doit partir à l'école et tout ça. Ils utilisent. Et en dehors de ça, je dis, leur pesé là, je ne sais pas si j'ai le bon nom, hein, leur pesé. En dehors que c'est déjà truqué, il y a encore leur faculté c'est-à-dire à continuer la corde pour que la corde coupe 15 kilos par sac et tout ce qui va avec. Je vous assure que c'est grave. C'est même très grave. Et là, on revient avec le système. Parce que les populations pleurent. Moi, je suis du sud. Ngoulmakon, c'est la ville qui gère mon village. Toutes les voitures, les Warap là, entrent à partir de Ngoulmakon. Mais ce sont les autorités de Ngoulmakon qui vont vous dire, n'acceptez pas qu'on vous vole. Mais comment les voitures traversent la ville où il y a ceux qui sont censés contrôler ces gens-là? D'accord. Donc, j'ai dit, c'est un petit domaine, il faut aider les villageois. Il faut aider parce que c'est trop pas là. Il faut aider les villageois, c'est un bon mot qui nous permet justement de faire une plongée directement en kiosque juste derrière cette transition. Une fois qu'on fait, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne des 10 régions, puisque vous regardez votre programme, on refait la presse. Et nous avons décidé donc de parler de cette, je dirais, bonne nouvelle pour tous les Camerounais qui longtemps ont donc manifesté ces grogne du fait qu'ils étaient incapables d'avoir donc leur carte nationale d'identité dans les règles. D'aucuns avec des récipicés périmés depuis des années au point où on ne pouvait plus sortir parce que véritablement ces précipités étaient déjà en mauvais état. Une bonne nouvelle donc qui va conforter toutes ces personnalités, ces personnes du fait que 48 heures dorénavant, ce sera le temps donc mis pour l'élaboration d'une carte nationale d'identité, un peu comme pour les passeports. On a vu ce succès enrangé de ce côté-là lorsque justement la DGSN a décidé de prendre les choses en main. Et cette fois-ci, le délégué à la sécurité nationale a donc déclaré, fait ses déclarations lors de son discours. C'était vendredi dernier, lorsqu'il inaugurait donc ce nouveau centre d'élaboration des passeports biométriques du côté de Douala. Et les populations certainement pourront donc danser. Mais déjà, on va questionner, on va essayer de savoir comment appréciez-vous, comment accueillez-vous cette information, cette déclaration du délégué à la sécurité nationale. On va dire enfin. Bon, en tout cas, moi j'ai ma scène, j'ai l'original. Ok, d'accord. Mais j'ai quand même... C'était une réussite lorsque vous l'aviez eu, parce qu'on se souvient beaucoup de personnes célébraient. J'ai pas eu de problème, j'ai eu le bac. Après le bac, j'ai fait ma CNI, ça a expiré, j'ai fait l'autre. Donc, je n'ai pas eu de problème. Mais il y a quand même autour de nous des citoyens qui ont ce problème-là, qui ont des récépissés qui expire, on proroge jusqu'à on ajoute un format A4 derrière, chaque officier signe et tout ça. C'est une bonne nouvelle en tant que citoyen, oui. Pour être sérieux. C'est une bonne nouvelle parce que la carte d'identité est une pièce importante, très importante. C'est à travers elle qu'on vous identifie comme faisant partie de la grande famille Cameroun. Oui. Et vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque si vous ne l'avez pas. Si vous travaillez quelque part et qu'on doit vous virer de l'argent par contre, on doit vous virer votre salaire dans une banque. Vous ne pourrez pas si vous n'avez pas de CNI. Vous ne pouvez même pas avoir le passeport si vous voulez sortir du pays. Donc il y a beaucoup de choses qui organisent notre vie
quotidiennes qui sont reliées à la CNI. Donc c'est une bonne nouvelle que l'administration ait pris cet engagement-là. Maintenant, à quoi renvoient les 48 heures? Parce qu'avant, dès que vous faites la CNI, vous sortez du poste avec un récépissé qui vous permet de circuler pendant 3 mois. D'attendre 3 mois. Est-ce que les 48 heures, c'est l'original, c'est la délivrance de l'original? Si c'est ça, l'information, c'est une bonne nouvelle également. Et il y a un certain nombre d'éléments qui entrent dans le discours du DGSN, c'est-à-dire les centres autonomes de production. Imaginez quelqu'un qui fait la carte à Ouamégrand, dans la Damawa, ou à Kousseri, au fond là-bas, à l'extrême nord, et qu'il faut qu'on prenne son identité dans une clé USB, je ne sais pas si c'est le mode de transport, qu'on prenne dans une clé USB, que ça vienne d'abord à Yaoundé, pour qu'on tire à Yaoundé, alors qu'on peut le faire déjà à Garoua, c'est bien. Et qu'on travaille à ce que ça aille dans toutes les régions, que chaque région ait une unité autonome. Mais déjà, il faut installer les 3 que l'administration a prévu, qu'il y ait à Yaoundé, qu'il y ait également à Douala et qu'à Garoua, qu'on produise les originaux. C'est une bonne nouvelle. Et qu'il y ait la multiplication par 2 des centres d'identification passant de 280 à 500, c'est pas 543, 44, 34, comme ça, selon les déclarations du délégué général à la sûreté nationale. C'est également une bonne nouvelle. Globalement, c'est bien et c'est faisable en République. C'est faisable en République. S'il le dit, c'est faisable. Il ne s'est pas levé un beau matin pour le dire, ça veut dire qu'il y a déjà eu un... L'idée a été mûrie. Le travail a été fait en amont. Maintenant, les dispositions sont en train d'être prises. Mais on n'a pas assez de communication sur des détails. Peut-être la cellule de communication de la DGSN pourra donner peut-être d'autres détails. D'accord. Ambroise Meda-Manga, 48 heures en fait, est annoncé donc par le délégué à la sécurité nationale bientôt pour avoir notre CNI en bonne et due forme. On sait quand même que du côté des passeports, on a réussi à tenir ce pari. Est-ce que on va simplement célébrer, se dire c'est une bonne nouvelle quand même qui va apaiser le cœur des Camerounais après ces différents mouvements qui se sont levés depuis 2021 pour la réclamation des cartes? La nouvelle aurait été bonne si le délégué général de la Sûreté nationale commençait son intervention par présenter les excuses aux potentiels acquéreurs des titres d'identité pour tout le mal qu'ils subissent. Mais il a plusieurs fois expliqué. Ça aurait été une bonne nouvelle s'il commençait par présenter les excuses pour les manquements observés dans la délivrance du titre d'identité au Cameroun. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire que ça fait presque 23 ans qu'on parle de cette affaire d'identité. C'était le carton, on a dit que le carton doit partir et que c'est l'informatisation. Oui. L'informatisation a échoué plusieurs fois. Il a fallu qu'on reprenne. Et à l'heure où moi je vous parle là, la délégation générale de la sécurité nationale me doit beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que, je le dis toujours, et c'est parce que je suis patriarche que je ne porte pas plainte. D'accord. Et si je portais plainte, j'allais avoir gain de cause. Parce que quand l'initiative est prise de créer la nouvelle configuration de la carte nationale, moi, à une semaine, je venais de me faire établir un titre d'identité. Une semaine après, on annonce les réformes. Oui. Et on ne m'a pas produit la carte. Et on n'a pas remboursé. Donc, l'argent que j'avais dépensé pour cette injustice que la DGS m'a causée, oui. Je devrais recevoir des réparations, mais je suis patriarche, moi je ne heurte pas en justice. Donc je ne reste pas en justice. Donc je pardonne la délégation générale de la sécurité nationale pour ce préjudice et je fais table rase. Mais qu'elle sache que on m'a causé du dommage et que je suis passé dessus parce que c'est ça aussi le patriarcat. Maintenant, quand le DGN va à Douala pour annoncer que la carte c'est 48 heures, c'est possible. J'ai dit et je soutiens que le Cameroun se développe en 5 ans.
5 ans, c'est possible. Quand il a dit que 48 heures, comme le passeport aujourd'hui, c'est un problème de volonté. Les dirigeants du Cameroun se plaisent à voir souffrir leurs compatriotes. C'est ça qu'il faut comprendre. Rien n'est impossible. La carte, même on le fait en une journée, ça sort. Puisque s'il est informatisé, on entre dans les machines, il y a le matériel. Dès que tu fais ta CNI, tu rentres avec le récépissé, le temps de même 24 heures. Le lendemain, tu dois venir récupérer ta CNI parce que c'est automatique. Les informations qu'on inscrit sur le document, sur la matière, ne doivent pas excéder 24 heures. Mais il y avait ce problème de matière première. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'avec cette nouvelle visée... Non, ce n'est pas un problème de matière. C'est un problème de prébande. Je parle parce que moi, je suis journaliste d'investigation. Les affaires qu'il y a des batailles autour des sociétés qui vont gagner le marché, c'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. Et nous, dans le patriarcat, on accepte la vérité. On accepte souffrir. Et vous savez, quand vous dites la vérité, vous aurez trop de... vous serez contraint à beaucoup de choses. Vous serez tenté. Vous serez malmené. Parce que vous dites la vérité. La carte, on la délivre à moins de... à 24 heures. Vous partez retirer votre carte. Quand vous avez vu que on faisait les communiqués pour que les gens partent retirer les CNI qui somnolent dans les commissariats. Quand on investit, on trouve 95% de ces cartes-là, les personnes sont décédées. Oui. Hein? Et comment est-ce que les cartes, vous voyez les gens chaque matin dans les commissariats pour chercher leurs cartes, chercher à retirer leurs cartes. Mais on vous dit que c'est pas sorti, mais il y a des lots là, on fouille. C'est pas, et je leur avais dit que tous ces gens-là, quand vous investissez, vous trouvez qu'ils sont morts. Et c'est pour cela que les cadres ne sont pas retirés. D'accord. Merci Ambroise. Mesdames, on va revenir à vous. On parle donc d'établissement de cette carte nationale d'identité en 48 heures dorénavant. Mais selon vous, Arcel Kola, est-ce qu'on ne va pas retomber dans ces mêmes problèmes? Avant, on avait donc ce matériel qu'on disait matière première. J'ai oublié le nom qui venait à manquer. Et même cette double identité, voire triple identité des Camerounais. Est-ce que ça ne va pas davantage multiplier ce phénomène et bloquer encore à un certain niveau? Le Cameroun n'est pas un pays simple quand même, voilà. Ça dit, voilà, un véritable panier à crabe, cette histoire de cartes. Surtout quand on est jeune au Cameroun, qu'on veut se lancer dans la recherche de l'emploi, qu'on parle de cartes avec une telle négligence, c'est quand même... ça fait bizarre. Mais ce débat a un dilemme. On ne sait pas si on doit verser dans des applaudissements sur la déclaration ou alors si on doit verser dans des débats sur la réalisation de ces déclarations. Mais honnêtement, je ne suis pas... C'est le vieux de la vieille, on est tous Camerounais depuis. Je pense que c'est une déclaration qui ressemble un peu plus à une déclaration politique parce qu'il y a des processus pour atteindre s'il y a des résultats. Mais je trouve que elle est trop frappante, un peu comme si on a envie d'attirer d'un coup l'attention des Camerounais. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que la carte peut sortir en 48 heures. Ça, parce qu'il y a des cartes qui sortent déjà en 48 heures. Mais si ça peut sortir à 40 heures, pourquoi douter donc de cette déclaration si on a réussi à faire pour le passeport? Non, parce après que... déclaration. Le débat va peut-être prendre une tournure, j'ai envie de dire sérieuse, peut-être même politique, mais parce que tout a été mis en œuvre au Cameroun pour que les populations souffrent. J'ai dit que quand vous êtes jeune au Cameroun, la carte est un véritable démon. Donc si en 2023 on vient nous sortir cette déclaration, premièrement c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Mais mieux que tard, non, ça c'est encore la déclaration. Hein. C'est pas comme si on a dit les premières cartes sont là. Là on va dire mieux que tard que jamais. Ça c'est encore une déclaration qui me semble très politique. Même si je suis fier, hein, je suis fier de la déclaration parce que ça montre au moins qu'on pense à ça. Et à partir de là on peut avoir les premiers satisfaits. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on prend les Camerounais trop à la légère. Peut-être que vous n'avez pas eu... Mon frère ici a dit après le bac, il a eu la bonne carte, l'eau qui est ressortie. Mais on a tous ces problèmes. Moi, j'ai ma carte, moi, j'ai un récépissé en ce moment. J'ai un récépissé. Il n'a pas changé d'âge. Je n'ai pas changé, je n'ai rien changé du tout. Donc, je dis, on souhaite que cette histoire fonctionne.
en même temps, je n'y crois pas trop. La première solution, c'est que comme on a eu ces déclarations, qu'on nous montre d'ici le début de la procédure, les premiers cas qui sont sortis 48 heures plus tard. Ce sont des preuves palpables. C'est-à-dire qu'on a besoin du concret, qu'on quitte un peu dans des discours qui ressemblent à de la politique. Bon, surtout que 2025 approche, il y a pas mal d'intérêt. Vraiment, on ne peut plus trop caresser dans le sens du poil. Si on ne voit pas les premiers quatre, on ne va dérouler aucun tapis rouge pour quelqu'un, pour des gens qui viennent nous dire ça seulement dans des discours télévisés. D'accord. Est-ce qu'on il y a un problème quand même au Cameroun. C'est-à-dire, chaque fois qu'une proposition est faite dans le but de résoudre les problèmes que nous décrions, la première des choses, c'est que nous disons c'est pas possible. Voilà, nous commençons par juger. Mais parce que la plupart des cas, ce n'est pas souvent réalisable. Oui, mais ça, en fait, vous êtes en train de donner... vous donnez de la force pour que ça ne soit pas réalisé. Négatif, par exemple. Et qu'ils disent non, mais les gens là même ne croient pas à ça, même si on ne fait pas ça. En réalité, en tant que citoyen, quand une décision est prise avec pour objectif de résoudre un problème, on fait bloc pour dire il faut que ça passe parce que la mobilisation populaire, ça peut être un test. Le fait que de manière populaire, on se mobilise pour dire oui, il faut que ça se fasse. Ça veut dire qu'on a donné à la DGSN de l'argument, puisqu'ils doivent aller prendre de l'argent. Si c'est un test, c'est une mauvaise gestion. Non, on n'a pas à nous tester. Ils doivent faire leur travail. On n'a pas à nous tester. Peut-être pour vous relancer. On n'a pas à nous tester. Le travail peut déjà être fait. Mais il y a un aspect de communication dans toute gestion. Tout à fait. Pour voir comment vous réagissez. Si vous réagissez et que en fait ça ne vous intéresse. Vous avez raison jusqu'au niveau où vous dites que test ou pour voir la réaction. Non, ils n'ont pas besoin de tout ça. Je ne suis pas en train de parler au nom du DGSN. Vous comprenez, je ne suis pas en train de parler au nom de la police. Mais je vous dis en tant que citoyen, quand il y a une proposition pareille, l'attitude qui devrait être la nôtre, c'est que nous disons oui, c'est bien, faites à ce que ça marche. On accepte. Et maintenant, et deuxièmement, il faut soulever peut-être certains problèmes qui bloquent parfois des projets. Parce que l'entreprise, le prestataire, l'entreprise qui va produire cela doit être payée. Il ne faut pas qu'on sélectionne une structure comme les problèmes qu'on a souvent avec des stades. Une structure commence à prester, après vous dit non, j'attends 1 milliard de l'État, c'est pas versé, ou j'attends 2 milliards, c'est pas versé. Il faut plutôt qu'on fasse bloc pour dire que ça c'est un problème d'intérêt national et que la décision qui est prise, la proposition qui est déjà faite, elle est bonne et qu'elle soit implémentée. Ça, c'est si on prend la déclaration à la légère. Si on se retrouve dans une situation où dès qu'une proposition est faite, on commence par douter. Peut-être avant de vous relancer, puisque vous êtes un tout petit peu dans un doute sceptique, est-ce qu'on ne peut pas... Le doute n'est pas sceptique. Voilà. Bon, ce qu'il voudrait faire ressortir ici, c'est que moi, je vois le DGSN venir politiquement. Parce que vous avez vu... Nous sommes dans l'approche de 2025. Et comme vous connaissez, le parti au pouvoir là, a des méthodes. D'accord. Merci. Mais Aboise, mesdames, Manga, mais quand même... Il y a un problème à résoudre. On ne peut pas résoudre parce que peut-être avant de donner la parole, il faudrait quand même que l'on reconnaisse. Il faudrait quand même que l'on reconnaisse que depuis 2021, il y a beaucoup de choses qui ont été faites après les différents mouvements qui se sont donc levés pour revendiquer les cartes. Il y a eu 5 numéros qui ont été mis à la disposition des uns et des autres pour checker. Il y a un site... Il y a beaucoup de... Il y a même il y a plusieurs fois, il y a une communication pour expliquer les faits. On apprécie tout ça. Peut-être on peut croire. Non, on croit même. On apprécie, on croit. Moi, je dis, quand mon frère me dit ici, on doit encourager ces gens-là à monter notre position. On n'a pas besoin de faire tout ça. Ils n'ont pas besoin de... C'est pas à nous d'encourager. Ils ont leur travail. Voilà. Ils ont leur travail à faire. Et là, vous négligez, vos propos négligent un peu la déclaration du jour. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient à dire, c'est un engagement très, ça dit quoi, très important. Vous avez votre père à la maison, parfois, il est dans ses droits, mais vous devez quand même... Il répercute les instructions du président. Il dit, le président de la République... Ça veut donc dire que le matériel est déjà là. Quand on encourage ou pas,
Il vous dit techniquement, voici ce qui peut changer. Il y aura des centres autonomes de production à Douala, à Yaoundé et à Garoua. Sur le plan géographique, c'est quand même une solution qui est déjà proposée. Et il vous dit, pour des gens qui ont des problèmes de double identité, ça veut dire qu'ils savent, ils connaissent ce qu'ils D'accord, merci Jonas. Merci Jonas Yetidia, merci Arsène, merci Arsène, merci beaucoup. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de ce programme. Je crois que en dernier ressort, en guise de dernière prise de parole, nous allons donc répondre à simplement la question, qu'est-ce qui va donc finalement changer si on se retrouve avec une CNI délivré après 48 heures. Qu'est-ce qui va véritablement changer? Peut-être un dernier mot pour conclure ce programme. On va commencer avec vous, Ambroise Medamanga. En 2 mots, je voudrais dire premièrement que c'est le laxisme gouvernemental qui fait en sorte que on vienne avec des annonces fallacieuses pour tromper la vigilance des Camerounais. Nous n'avons pas besoin des annonces. Oui. Nous avons besoin des faits. C'est ça. Et autre chose, c'est que... Donc pas de communication, on veut simplement voir. Non, et c'est la communiquer. Bon, c'est une sorte de communication. Non. Ça, c'est pas une communication. Et puis, c'est même une approche... vous voulez proposer un mode de communication pas catholique pour ceux qui d'accord, merci. Il aurait dû faire une conférence, le délégué aurait dû faire une conférence. On chute en quelques secondes, Ambroise Medamanga. Oui, par rapport à l'importance de la chose. Et c'est en marge d'une cérémonie. Vous voyez que quand il est en marge... Merci Ambroise Medamanga. On va continuer avec Arsène Kolo. Un dernier mot. Non, ça va tout changer. On est, comme je l'ai dit, n'allez pas croire que je suis contre la déclaration. Donc ça va tout changer parce que tout passe quand même par cette carte-là. Franchement, on en souffre, voyage, dossier, tout en fait, tout. Même la banque, il y a nos amis qui souffrent aussi même pour gagner, pour prendre leur dû. Donc ça va tout changer, c'est de bon augure. On espère quand même qu'ils vont implémenter la chose, c'est-à-dire quitter des discours vers le concret, et c'est ça que nous on réclame, ça que les Camerounais réclament, rien d'autre. D'accord. Jonas? Oui, ça devrait soulager beaucoup de citoyens. Oui. C'est tout ce que nous pouvons dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de citoyens qui attendent d'avoir les originaux, chacun l'original de sa CNI, et ça crée beaucoup de problèmes à certains de nos citoyens, vivement que ce soit implémenté. Moi, je veux faire un témoignage, parce que chaque fois qu'on parle de la police, on ne croit pas à un certain nombre de choses. En 2019, je devrais aller aux États-Unis et mon passeport avait expiré. Oui. Et j'étais hors de la ville, j'ai reçu des différents mails de l'ambassade des États-Unis. Il fallait que je prépare, que j'envoie le passeport, et je n'avais pas envoyé. Donc c'est à la dernière semaine, c'est-à-dire le lundi, que j'arrive à Yaoundé dimanche. Le lundi, il fallait envoyer la CNI. J'ai fait le mail pour dire non, mon passeport plutôt. Le passeport a expiré, mais j'ai la possibilité de me faire établir avant la fin de la semaine. Parce que j'avais foi que c'était possible qu'on me fasse cela en 2 jours. Oui. Je vais ici au centre, je me fais identifier pour le passeport, j'explique mon problème. Et on me dit, bon, techniquement, ça va suivre le cours. Après, j'appelle un autre ami qui me dit, il faut écrire au directeur de la police des frontières. Écris au directeur de la police des frontières, tu mets toutes les pièces de ton voyage qui jugent l'urgence là, et c'est possible que dans 2 jours que ton truc sorte. Et je l'ai fait sans intervention de quelqu'un. J'ai déposé, on m'a appelé. Un officier, un jeune officier de police m'appelle pour dire qu'on lui a coté ma demande adressée au DGSN pour qu'on m'établisse le jour de paiement. C'est quoi? Il me demande, est-ce que vous avez donné de l'argent à quelqu'un? J'ai dit non. Je n'ai pas donné de l'argent à quelqu'un et je n'en donnerai pas. C'est-à-dire, si quelqu'un demande, ça veut dire que je ne vais pas voyager. Mais on m'a fait établir le passeport sans que je n'ai à rencontrer qui que ce soit. Ça veut dire que c'est possible. Donc, il y a des possibilités dans ce pays, mais comme vous n'essayez pas, c'est-à-dire vous n'essayez pas. Tu as ajouté les forces d'arguments qui ont d'accord, merci. Tu voulais la voyage. Merci Jonas Yetidia, merci Ambroise Medamanga, merci Arsène Kolo d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité. Renouvelant cette première sortie de la semaine de votre programme, on refait la presse. On se dit, il faut rester positif, il faut croire. Et se dire que certainement demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Portez-vous bien et que Dieu bénisse votre journée.